et il paraît aux éditions du Seuil. Stéphane Zagdanski, vous êtes français, écrivain, et rien qu'écrivain, c'est-à-dire ni journaliste, ni professeur, ni éditeur, ni etc. Et vous êtes fier de votre indépendance. Des romans, des essais sur Dieu, Céline, Proust. Vous nous proposez aujourd'hui Pauvre de Gaulle, point d'exclamation, c'est rare un point d'exclamation dans un titre, antibiographie sarcastique, entre guillemets, plutôt que roman, bien que le mot roman figure sur la couverture, et ça paraît chez Pauvert. C'est avec Stéphane Zagdanski. Alors, je l'ai dit, c'est pas une biographie de Gaulle, c'est, dites-vous, une antibiographie sarcastique. Et au-delà du pamphlet, on peut dire une répudiation radicale d'une certaine idée de la France et des Français aujourd'hui. Pourquoi elle vous plaît pas la France? Elle n'est pas belle? Disons que je partage l'avis de Baudelaire, que j'ai mis en exergue, qui disait qu'il connaissait à fond la sottise française. Voilà, je suppose que si j'étais allemand, ou si j'étais américain, ou si j'étais espagnol ou anglais, je m'occuperais de la sottise de mon pays. C'est celle que je connais le mieux historiquement et du point de vue du langage, évidemment, parce que la sottise, elle se réfugie toujours, la bêtise d'un peuple, d'une nation se réfugie toujours, évidemment, dans le langage collectif de cette nation. Donc je me suis, avec mes propres armes, occupé de ridiculiser cette bêtise-là. Alors bon, vous auriez eu 18 ou 20 ans, 40, vous auriez été gaulliste pourtant. Pas sûr. J'aurais été ce qu'ont été mes grands-parents, à savoir juifs, donc ni gaullistes ni anti-gaullistes, mais si on sauvé leur peau. Ceux qui ont rejoint De Gaulle à Londres, c'était souvent des étrangers, les entre guillemets, métèques, juifs et autres. Ils s'en plaignaient, oui, mais il y a eu assez peu de juifs qui ont pu s'échapper, parce que c'était compliqué d'être juif pendant cette époque-là. Alors, vous dites dès le début vous énoncez votre projet dès le début du livre, vous dites « Mon projet est résumable en quelques lignes. To turn Turk », c'est-à-dire trahir, s'enturbaner, faire le ganelon, renier ma patrie. Mon livre, il faut le dire, parce qu'on a des points communs assez étonnants. Non, mais c'est peut-être pas par hasard que je vous ai réunis, vous savez. Alors, je vous en remercie, mais mon livre est dédié à Shakespeare. Absolument. Voilà. Et c'est vrai qu'il ne parle pas mal de Shakespeare, mais on va y venir. Votre projet. C'est l'anti-de Gaulle, Shakespeare. Votre projet. Renier ma patrie, ma nation, mon peuple, mes amis et ma famille, et me lancer dans le plus parfait isolement à l'assaut de la plus accréditée des légendes. N'est-ce pas quand même un peu excessif, Stéphane Zagdanski? C'est littéraire, donc excessif, évidemment. Moi, je trouve que c'est l'histoire de France qui est ce qu'on dit sur l'histoire de France. Et c'est le mythe de l'histoire de France depuis 50 ans qui est excessif dans ses mensonges, dans sa propagande, dans sa grossièreté. Je dis à un moment, je compare l'histoire de France, disons, des 50 dernières années en France, à un scénario assez mal ficelé. Voilà, que je trouve redondant, avec le scénario de Gaulle me séduit pas tellement, donc voilà, j'ai la conviction. Christian Constant j'ai la conviction que la littérature est supérieure à l'histoire. Voilà, donc j'ai décidé d'attaquer l'histoire avec les armes de la littérature. Quelquefois, oui, peut-être. Bon, je le pense également. Moi, j'étais un peu surpris de dire à la lecture de votre livre, parce que évidemment, la couverture ne soulevait aucun doute quant à la suite de ce qu'on avait trouvé à l'intérieur. Toutefois, j'étais un petit peu surpris quand même, parce qu'il se trouve que personnellement, je ne suis pas du tout gaulliste, bizarrement, et moi, j'ai le souvenir de la fin de l'activité de Gaulle, en tout cas, avant que ce dernier référendum l'écarte de la vie publique. Et j'avoue que j'étais assez surpris au départ. J'avais un préjugé tout à fait favorable en disant écoutez, on va enfin arrêter ce mythe, parce que, bon, à cette époque-là, on le trouvait tout à fait désagréable, on le trouvait emphatique, on lui trouvait... enfin, il était vraiment horripilant, il faut dire ce qui est. Le Canard enchaîné, d'ailleurs, passait une petite chronique de la cour régulièrement, on le tournait en dérision sans arrêt. Je me rappelle d'Henri Tizot dans ses... imitant les cadences exactement, c'était très drôle, d'ailleurs. Alors, bon, qu'il ait peut-être fait des grandes choses, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est pas du tout mon propos, mais j'étais un petit peu parti dans ces idées-là. Je me dis aussi, bon, on va dégommer un peu ce personnage qui aujourd'hui, maintenant, est adulé. C'est ce qu'il fait. Et dont on parle presque comme de Dieu. Alors, c'est ce qu'il fait, mais d'une façon un peu étrange, en fait. Alors, parce que moi, j'ai commencé à jouer vers le livre, puis il parle de lui, tiens, c'est un peu curieux, bon, d'accord. C'est pas tout à fait le truc, est-ce que je me suis trompé? C'est bien la couverture, c'est ça? Alors j'ai commencé à lire ça, je dis, mais oui, d'accord, il se raconte. Ah bon, il a peut-être changé de sujet. Alors effectivement, je change de sujet, puis alors après, là c'est un tir à boulet rouge, mais quelque chose d'absolument extraordinaire, mais et pendant un moment, je m'étais amusé d'ailleurs à relever
tout ce qu'on pouvait tirer sur la victime, mais c'était vraiment incroyable. Et je l'ai lu avec un étonnement assez incroyable et un petit peu décontenancé. Je me disais, mais attendez, il y a une vérité historique, c'est sûr, parce qu'il faut dire que Stéphane a fait vraiment un travail énorme au point de vue recherche. Ah oui, c'est un livre. Il faut dire que c'est vrai que c'est un livre à la fois léger, lapidaire, et pourtant érudit et grave. Enfin, il oscille toujours entre le... C'est pas uniquement un pamphlet. Mais sur ce point précis, sur la vie privée, vous répondez vous-même. Hein. C'est vrai qu'on peut se poser la question, quel rapport entre votre vie amoureuse et De Gaulle? Oui, parce que ça aussi, c'est surprenant. Pardonnez-moi, mais j'ai appris des choses sur vous. Je peux donner... Je vais citer... C'est assez rigolo. Je vais citer quand même. Vite et bien... il y a un chapitre qui s'appelle Sandra jouit. Donc dans une autobiographie, je n'aurais pas osé le citer. Sandra est la fiancée du narrateur. Voilà. Vite et bien, c'est ce que j'aime avec elle. Sandra est toujours prête à faire l'amour. Elle m'a demandé avec un grand sérieux de ne jamais hésiter à la pénétrer pendant son sommeil, si en pleine nuit ou à l'aube j'avais une érection inopinée. Bon, etc. Oui, il vaut mieux. Et elle vous pose elle-même la question. Elle vous dit, mon chéri, quel rapport avec De Gaulle? Et vous répondez... Vous vous souvenez de ce que vous répondez? D'abord, je raconte comment on s'est rencontrés. J'explique que son accent étranger, puisque nous sommes entre étrangers ici, d'une certaine manière symboliquement, est une véritable sirène à érection pour le narrateur, qui est un petit peu différent de moi, mais pas tant que ça. Et que je réponds en effet que c'est le moyen que j'ai, moi, d'opposer aux mensonges grandiloquents de l'histoire mes propres vérités intimes. Attendez, c'est ce que font tous les écrivains. C'est mieux dans le livre, mais là c'est vrai que bon. L'enjeu, vous lui répondez, l'enjeu consiste à démolir la plus grossière supercherie d'un siècle passablement lourdingue. Puisque les historiens sont intéressés à leur amnésie, puisque l'histoire elle-même doit mentir pour se perpétuer, il faut trouver une parade dont j'ai seule la clé, une contre-histoire privée. Chaque milligramme d'imposture historique sera dissous par une vérité vécue. Chaque fragment de mensonge officiel sera décontenancé par un détail autobiographique retranscrit sur la page. Ça, c'est quand même... Moi, j'aimerais l'avis aussi de... C'est très français, cette... Donc, votre regard... je pense que c'est très important pour un écrivain, pour un romancier, de démolir les mythes. Et je pense que ce que Stéphane a fait, c'est vraiment quelque chose c'est un devoir, presque. Et c'est très important parce que si on veut vraiment connaître l'histoire d'un pays, il faut lire leur romancier, pas leur historien. Évidemment. Parce que là, vous avez la vie quotidienne, la condition humaine décrite sans aucune barrière. Et je pense que c'est vraiment très important, surtout avec les colosses en plâtre, comme vous avez dit, d'essayer d'attaquer le colosse. Votre Même sentiment, chez nous, partout, c'est très important. Il insulte Churchill aussi, hein, oui, il le traite bien sûr, de porc. mais il faut... Non, mais il adore les Anglais quand même. Hein, bon. Non, mais d'ailleurs... Je compare Churchill et De Gaulle, et je dis du bien de Churchill comparé à De Gaulle. Non, mais je dis du bien des Anglais. Stéphane Zagdanski, il faut que ce soit clair. Moi, je trouve ce livre formidable. Donc, c'est pas du tout... Là, on est dans la polémique. C'est vrai que c'est un livre. D'ailleurs, vous le dites à un moment dans une lettre à un lecteur, à la suite d'un article que vous aviez écrit dans Le Monde, vous lui dites « Je crois que l'invective recèle, hélas... » Je ne suis pas sûr de ce hélas. En certains temps particulièrement plombés, une vertu de soufflet verbal destinée à fustiger le consensus fade. Elle ne pallie pas l'absence de réflexion, mais elle peut faire tourner la tête pour entendre ce qu'on a à dire. Je ne me fais aucune illusion sur son pouvoir de conviction, et d'ailleurs convaincre ne m'intéresse guère. Votre réaction, Carmen Posadas? C'est ce que j'ai dit à Stéphane avant, c'est qu'il est assez jeune pour s'occuper de De Gaulle. Assez jeune, 37 ans 36 quand même, c'est l'âge où on ne vit plus à l'état de pure promesse. Hein. On attend des preuves. De toute façon, on tend à penser que De Gaulle, c'est quelque chose du passé, qu'on ne parle plus de Gaulle, et que le mythe s'était détruit avant. Non? Hélas, non. En France, non. C'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le mythe en France est tellement gigantesque qu'il fait comme une sorte de muraille, de mots, d'images, de slogans qui empêchent de voir la réalité historique. C'est devenu Simon Bolivar, un peu pour le Venezuela. Je ne sais pas quels sont les équivalents. Simon Bolivar, maintenant... Et surtout, ce que disait William Boyd est très vrai pour les écrivains. Il me semble que c'est une tradition littéraire universelle, sauf en France, où peu d'écrivains ont l'habitude d'attaquer les mythes français. Et moi, j'ai fait la liste de quelques écrivains qui, moi, évidemment, sont mes écrivains préférés. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont fait l'éloge de Gaulle, par exemple. Moi, évidemment, mes écrivains préférés sont toujours ceux qui ont attaqué les mythes français. Ça commence par Molière, ou ça commence même avant Molière. Il y a Saint-Simon,
attaque la courtisanerie et la cour. Il y a Molière, il y a Baudelaire. Oui. Et le dernier, le contemporain de De Gaulle, qui évidemment en France a assez mauvaise réputation pour des raisons un peu annexes, c'est Céline, qui s'attaque à la fois au mythe Pétain et au mythe de Gaulle. Stéphane Zagnanski, vous dites, je vous cite là, mais c'est pas si fréquent que ça, c'est ça que je veux dire. L'énervé venin vaniteux des Français est typique d'une nation de laquais habituée depuis des siècles à ne courtiser que les puissants. Au fond, c'est la fronde. On a une fronde ratée. Parce qu'en fait, ce livre est un éloge en creux, vous l'avez noté, William Boyne, un éloge en creux de l'Angleterre. Il fait l'éloge de l'Angleterre par comparaison aux Français. Au fond, ce qu'on a raté, c'est la fronde aristocratique qui, en Angleterre, elle, a permis de museler le despotisme monarchique. Non, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, si vous parlez de Churchill, là, vous avez un mythe aussi grand que De Gaulle. Mais Churchill était un homme très, très complexe. Mais on doit l'attaquer, les idées reçues partout. Et je pense que je connais pas beaucoup de Gaulle, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait tous les deux hommes, à mon avis. Et il faut voir l'homme avant la Deuxième Guerre mondiale pour voir la vérité. William, c'est vrai, mais ce que montre Zagnanski, enfin en tout cas c'est son projet, c'est qu'il est déjà complètement ringard, complètement réactionnaire, complètement probablement antisémite, hypocrite, dissimulateur. De Gaulle, dans le premier De Gaulle, ouais. Le deuxième, il dit, il a finalement changé, il a pris un tapis roulant en sens inverse en 40, mais c'est presque... C'est très compliqué, mais il y a un tel mythe sur De Gaulle qui sauve la France. En France, il faut le dire, De Gaulle est considéré comme celui qui a sauvé la France des nazis. Avec ses deux petits bras, voilà, il a sauvé, il n'a pas débarqué en Normandie, les forces en présence et les militaires anglo-saxons n'y sont pour rien. C'est lui qui a sauvé la France. Mais il l'a proclamé lui-même, d'ailleurs, au cours de ses discours, au cours de ses référendums. Il l'a élaboré, il l'a entretenu. Mais vous ne pensez pas qu'en règle générale, d'ailleurs, les gens ont besoin de reproduire la structure familiale. D'une manière ou d'une autre, on vit dans un milieu où il faut un père, absolument, et plus tard, ça va s'agrandir un peu. Il faut un chef de clan, il faut un patron dans les entreprises, et il faut toujours que les gens puissent avoir cette espèce de référence supérieure et qui vient automatiquement. Donc on a des gens comme ça qui se distinguent du lot et qui vont, d'une façon ou d'une autre, prendre ce rôle, ce personnage. Alors, il n'y a pas que De Gaulle, il y a des tas de gens comme ça, tout à l'heure j'en ai cité un autre, mais je trouve qu'il y a des tas de gens comme ça qui, progressivement, passent dans le souvenir et dans l'histoire, et on retire tout ce qui peut être un petit peu gênant autour, on oublie tout ça, on a une mémoire tout à fait sélective, et on va monter comme ça au pinacle un individu qui va garder son aura à travers l'histoire et les siècles. Alors bon, c'est vrai qu'il fait tout pour déplaire. D'ailleurs, vous dites au début du livre, à propos de cette Sandra, j'ai tout fait pour lui déplaire, ça lui a beaucoup plu. Ça, c'est la vieille tradition, Barbet d'Aurevilly, les dandys. Mais bon, c'est vrai qu'au fond, vous dites De Gaulle plus Mitterrand égale Pétain. Vous faites une sorte de... Vous les mettez tous les trois dans le même sac abject et bouffon qui résume une certaine idée de la France qui vous fait vomir. Hein, vous allez même plus loin, vous dites ce qu'écrit De Gaulle avant d'être De Gaulle exalte les valeurs les plus minables de l'esthétique et de l'idéologie fasciste. Le chef, l'autorité, la race, l'instinct, le destin, le sacrifice. Et c'est vrai que vous montrez des textes qui sont assez clairs sur l'antisémitisme, qui est celui de la plupart des Français à l'époque, et le racisme anti-arabe de De Gaulle. Anti-arabe, anti-noir, il y a aussi tout son côté dont on parle peu, parce que je parle beaucoup, par définition, de la période du De Gaulle avant la guerre et pendant la guerre, mais il y a aussi toute l'analyse du De Gaulle d'ensuite des années 60, qui était un despote absolument ridicule, grotesque, vaniteux, qui avait le pouvoir sur la télé, sur la radio, qui n'avait rien compris à la décolonisation. Il est considéré aussi en France comme celui qui a décolonisé l'ensemble de l'Empire français. Dans les faits, non seulement c'est faux, mais on peut considérer que si la guerre d'Algérie, une fois qu'il a été au pouvoir, a duré si longtemps avec tant de massacres et dans le sang, c'est parce qu'il a ralenti les choses pour conserver le Sahara, etc. Donc ça a été un diplomate un peu lent pour se débarrasser de la guerre d'Algérie, parce qu'il ne voulait pas au début se débarrasser de la guerre d'Algérie. Même chose avec l'ensemble de la décolonisation. Il a une idéologie très paternaliste et abominable. Il vient d'un autre temps. Il vient d'un autre siècle, c'est quelqu'un de très médiocre, intellectuellement y compris, qui vient d'un autre siècle et qui arrive dans le XXe siècle et qui enfante ou qui engrosse le XXe siècle avec une sorte de semence un peu moisie, une semence verbale, comme par hasard, parce qu'il est aussi considéré comme un grand écrivain ici. Donc vous voyez, il y a toutes ces parties du mythe. Il y a quand même Pierre-Jean Jouve. Pierre-Jean Jouve a dit, au-delà de l'homme d'État, De Gaulle est un admirable écrivain et c'était pas un courtisan, Pierre-Jean Jouve. Non, bon. C'est un avis que je ne partage pas, mais il a été, c'est là que m'est venue l'idée du livre, c'est-à-dire que moi ça me correspondait assez, il a été mis en danger pour la première fois de sa vie, pas politiquement, mais quand il a vacillé, quand il n'a plus su quoi faire, en mai 68. Et qu'est-ce qui s'est passé en mai 68 en France ?
des gens relativement jeunes, relativement impertinents, et même très impertinents, violents, virulents, insultants et drôles, se sont moqués de lui. Et en France, un autre aspect du mythe que vous ne savez pas, il fallait tuer le père, mais c'est un autre aspect du mythe que vous ne savez pas, il était considéré comme quelqu'un ayant un humour débordant. C'était l'homme le plus drôle de France. Donc c'était à la fois le politicien le plus malin, le sauveur de la France, enfin, il y avait tout cet aspect-là. Et il était aussi considéré comme l'homme le plus drôle de France. Il faisait des conférences de presse avec des jeux de mots ou des gimmicks en France qui sont restés très célèbres. Et des jeunes, ou des gens assez subversifs, il faut dire, des penseurs également de la subversion en mai 68, se sont mis à se moquer de lui. Stéphane, à se moquer de lui de manière très violente, animale, comme ça, vraiment sauvage. Et là, il a vacillé, il a très mal pris. Alors je vais faire la même chose. Quand on vous lit, par moment, on se dit... Je suis tout seul contre tout un pays, donc vous voyez, il faut trouver des armes un peu... non, mais attendez... acides, parce que sinon... Comment tout un pays? Là, vous avez trouvé. Alors là, c'est la paranoïa totale. Vous me direz, même les paranoïaques ont des ennemis. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Carmen Posada. Je pense que De Gaulle s'est produit d'un moment historique. Et la différence avec Churchill, c'est que les Anglais, après que Churchill a fait son rôle, ils ont dit, alors au revoir Churchill. Et au lieu, les Français l'ont gardé, il était là pendant... Il est revenu 5 ans plus tard, et le mythe a grandi aussi. Moi, je me demande, au fond, si vous n'avez pas trouvé, avec De Gaulle, quelqu'un qui est encore plus mégalo que vous, et ça vous agace. Non, parce que pour être très franc, c'est la première et la dernière fois que je fais un livre sur quelqu'un que je n'apprécie pas tellement. J'ai fait des livres sur Proust, sur Céline, sur les écrivains en général. Parce que Dieu, Proust, Céline, vous l'appréciez pas? C'est des écrivains, ce sont 3 écrivains. Dieu a écrit la... Oui, je les apprécie, justement. Donc, De Gaulle, c'est comme ça que commence le livre, c'est la première fois que j'ai consacré autant de temps à un écrivain, ou à un pseudo-écrivain, ou à un homme que je n'aimais pas tellement sur le fond. Donc j'en ferai plus. Et voilà, je sais plus. Oui, donc je suis pas mégalo parce que je passe mon temps à aimer des écrivains. Mais si vous l'êtes comme Chateaubriand quand il se met quand il se paye Bonaparte, évidemment. Mais d'une façon qui est quand même. Moi, c'est pour ça que j'étais curieux d'avoir la réaction d'un Anglais, d'un Espagnol, parce que c'est vrai que cette déplorable légèreté française, ce narcissisme est quand même très très inscrit dans notre littérature. En Angleterre, on ne parle pas de soi, je ne sais pas en Espagne, mais... Et ça vous plaît? Ça vous a convaincu? Vous avez été séduit, charmé, agacé par ce livre? Non, je pense que c'est vraiment très intéressant parce que Stéphane a choisi une forme quasi biographique et quasi roman. Alors, pour moi, c'est très intéressant et je me demande pourquoi il a fait ça, parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. On peut écraser les murs, si on dit ça, entre les formes, et on peut faire plus avec quelque chose qui mélange les deux. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce livre, et peut-être c'est à cause de ça qu'il a plus de force, parce que c'est pas une simple biographie. On va venir à votre livre, William Boyd, mais je répète, c'est un livre féroce, très drôle, et aussi, et c'est important, c'est un livre heureux. C'est un livre, il y a une allégresse de ton, mais c'est un livre heureux, paradoxalement, sans méchanceté et sans hargne, enfin sans ressentiment. Qui décontenance quand même. C'est fait pour ça. Il faut quand même pas mal de J'imagine. Comment réagissent les vestales du culte? Les gaullistes. Les gaullistes, ils ont... À la sortie du livre... Le pire, c'est qu'ils fussent restés silencieux. Vous auriez été... Ils ont été assez décontenancés d'abord parce que j'étais persuadé que j'allais avoir des centaines d'attaques argumentées, parce que le livre est aussi assez argumenté. Et il n'y a rien eu. Les bras leur en sont tombés. Les bras qui me très argumentés. Non, vous citez les textes. C'est la forme qui est surprenante, en tout cas, beaucoup plus que le fond. Exactement. On a tellement peu l'habitude en France, ne serait-ce que de remettre, depuis qu'il est mort, de remettre en question De Gaulle, qu'on a l'impression qu'ils sont restés ébahis et étourdis. Alors, William Boyd. Ça marche très très bien. Mais non, c'était quelque chose d'extraordinaire. Stéphane, ça doit vous plaire, ce canular à la... Ça m'a énormément plu. Je trouve que métaphysiquement, c'est un travail de vérité. En effet, c'est-à-dire qu'on a fait finalement la même chose. Moi, je me suis occupé d'un énorme mensonge auquel tout le monde croit. Et vous avez fomenté un mensonge concentré auquel tout le monde a cru, parce que vous avez l'art de la vérité, évidemment. Les écrivains sont intéressés à la vérité. C'est à la fois un peu mégalo, et en même temps, c'est la substance même de leur art. Donc, je trouve... En plus, moi, j'ai aussi inventé un personnage dans mon livre
De Gaulle? Non, Nabokov faisait beaucoup. Pas votre fiancée, elle existe. Non, la fiancée existe. C'est remarquable, vous avez une chance extraordinaire, moi je veux dire que... C'est vrai, c'est ce que... en plus c'est une adoratrice de Balzac, et c'est ce que dit quelqu'un en anglais d'ailleurs, il dit Balzac et le Brésil, vous avez de la chance, parce qu'elle vient du Brésil. À propos... Non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait c'est pas simplement un canular, c'est beaucoup plus qu'un canular. C'est une petite fable, c'est une métaphore sur la célébrité aussi. Exactement. À ce propos, il y a des choses hilarantes, quand vous racontez son... Là on sent que c'est vous qui mettez des mini-indices qu'on n'aurait pas reconnus si on n'avait pas su que c'était faux. Par exemple, quand vous dites qu'il apprend la mort de sa mère parce qu'un camarade se penche à la fenêtre et il dit hey, il y a ta mère qui vient de se faire écraser par un camion. Et puis c'est beau, il croit qu'il se fout de sa gueule et en fait sa mère vient vraiment se faire écraser par un camion. À propos de cinéma, on parlait du cinéma, vous dites, vous, Zagdanski, je ne déteste pas le cinéma, je le méprise. Ce n'est pas pareil, je ne confonds pas une image avec un mot, ni la propagande avec la pensée, etc. On n'a jamais vu de cinéphile aimer vraiment la littérature comme on n'a jamais vu au XXe siècle de grands écrivains s'intéresser sérieusement au cinéma. Il y a bien une raison, il se trouve que je la connais. Laquelle? C'est quoi la raison? Est-ce que c'est pas un contre-exemple je ne la dis pas qui est en face de vous? Non, parce que je pense que quand on regarde les rapports entre les très grands écrivains du XXe siècle et le cinéma, ce que je dis est assez évident, et surtout la raison de fond, si vous voulez, que je ne dis pas dans le livre, parce que j'ai déjà consacré des pages dans d'autres livres, c'est qu'une image ment et un mot dit la vérité. Oui, mais bien employé. C'est de ça évidemment dont vous parlez. Mais parce que pour moi, je suis romancier, mais j'aime beaucoup le cinéma, mais de changer les formes, de quitter le roman, de me plonger dans le monde du cinéma, on est toujours conscient des périmètres, c'est ça, c'est pas du tout la même chose. Oui, ce personnage-là, par exemple, est un personnage merveilleusement réussi, mais ça fait penser à un personnage de Proust. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir vu, ce qui est souvent vrai, qu'il y a un rapport entre la pédophilie et parfois la magistrature. Il y a un rapport entre la loi suprême. Proust le disait déjà. Il y a un personnage. Proust prend une petite fille dans la recherche. À un moment, le narrateur prend une petite fille sur les genoux, et puis les parents sont scandalisés. Ils font venir la police, et le commissaire lui dit écoutez, il faut faire les choses plus. Je vous donnerai des conseils pour faire les choses de manière plus discrète si vous voulez vraiment avoir des petites filles, etc. Donc, ça, par exemple, c'est extraordinairement bien vu. Mais ça, il n'y a qu'un écrivain qui peut faire ça. Et en plus, c'est un livre